Okay, let's go. Hello everyone, good afternoon. Bonjour à tous, chers collègues, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Vous partagez la plateforme avec nous, vous pouvez choisir votre canal d'interprétation. Nous avons l'anglais, le français, l'espagnol et le russe aujourd'hui et le portugais en passif. Veuillez choisir votre langue d'interprétation en bas de votre écran en utilisant la petite map monde. Ce webinaire est enregistré. Vous aurez également dans le cours de la journée la version française et espagnole. Et je suis Diana Ronquera, je travaille chez Industry Global Union et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire où nous allons parler de la transition énergétique. Comme vous le savez, 2020 est une année très difficile pour nous tous, étant donné la pandémie. Nous avons passé la plus grande partie de cette année à travailler chez nous et nous avons dû complètement réorganiser nos activités. C'était donc une décision que nous avons prise de faire cette recherche sur la transition énergétique afin de savoir quels sont les rôles des compagnies et les rôles des pays, ainsi que l'impact de tout ceci sur la main-d'œuvre. Nous remercions beaucoup la Fédération brésilienne de nous avoir aidés dans ce contexte. Et aujourd'hui, nous sommes avec le coordonnateur de cette recherche qui va vous expliquer le travail qui a été fait et les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Nous avons demandé aussi à plusieurs syndicats nationaux de se joindre à nous pour parler de la transition énergétique dans leur pays pour assurer une transition juste pour les travailleurs. Et avant de donner la parole à Walter Sanchez, notre secrétaire général, je voudrais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les envoyer dans n'importe quelle langue dans le chat qui est en bas de votre écran ou alors sur votre page Facebook. Walter, tu as la parole. Merci, Diana. Je vais enlever l'écran partagé. Il faudrait enlever l'écran. Voilà. Excellent. Donc, bonjour, bonsoir, chers camarades. C'est vraiment une joie de vous avoir ici dans ce webinaire. Et je voudrais vous souhaiter une bonne tendance pour 2021. Et je vous souhaite de la force en particulier, une force décuplée au cours de cette année qui va être encore plus difficile puisqu'elle est déjà dans la suite de la pandémie. Et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire en espérant que vous pourrez enrichir vos connaissances grâce à celui-ci. L'année dernière, à cause de la pandémie, nous n'avons pas eu la possibilité de nous réunir en présence. Nous avons donc demandé à FIS s'il ne pourrait pas un petit peu revoir leurs ressources de soutien. Et ils ont accepté en soulignant qu'une chose très importante serait une recherche sur les grandes tendances dans la transition énergétique afin de soutenir nos affiliés et afin de pouvoir aller de l'avant et faire des plans pour nous préparer à un avenir immédiat et aux grandes tendances et transformations auxquelles nous pouvons nous attendre dans le secteur énergétique. Vous savez que l'énergie, c'est un secteur stratégique pour nous, non pas seulement le secteur énergétique lui-même, mais toute la chaîne d'approvisionnement, les mines, l'acier, l'ingénierie chimique, les produits chimiques, enfin tous les secteurs qui travaillent dans ce domaine. Et vous savez bien sûr aussi que dans la transformation vers les énergies renouvelables, des transformations extraordinaires se font sur le plan des secteurs et sur le plan des entreprises et des personnes.
Donc, nous saisissons cette occasion pour vous parler un petit peu des grandes questions. Je vous invite instamment à lire le rapport que nous avons fait sur votre site, sur notre site plutôt, et nous voudrions lancer au cours de ce webinaire une sensibilisation dans le cadre de ce problème et parce que c'est un problème qui est lié de tellement près à notre avenir à tous. Je saute immédiatement sur quelques questions clés de ce rapport sur lesquelles nous devrions nous concentrer. La tendance majeure dans ce secteur, en particulier pour les combustibles fossiles, c'est une tendance liée au prix d'abord. J'ai vérifié aujourd'hui, le baril de Brent est au cours de 55 $ aujourd'hui environ, et il ne va plus jamais arriver aux 140 que nous avions il y a un certain temps et qui étaient à la base des investissements énormes qui ont été réalisés dans ce domaine. Donc, ça ne va jamais revenir. Le fracking, par exemple, aux États-Unis, coûte très, très cher. C'est un secteur extrêmement onéreux et la plupart des entreprises pétrolières qui en ont fait vivent déjà des subventions du gouvernement parce qu'elles ont fait faillite. Il est peu probable que la nouvelle administration des États-Unis continuera à soutenir ces entreprises, surtout étant donné que un des grands points de la campagne de Biden, c'était d'investir 2 billions de dollars dans le New Deal vert. Et tout de suite après l'inauguration hier, Biden s'est empressé d'annoncer qu'il avait signé le premier accord. C'est une très, très bonne nouvelle pour le monde entier, mais naturellement, cela nous fait réfléchir aussi. Et même si nous n'étions pas en mesure d'imposer une juste transition, nous ne pouvons pas lutter contre la réalité. Nous avons des informations très importantes dont nous devons absolument tenir compte. Par exemple, les grands fonds d'investissement ne font plus aucun investissement dans les énergies fossiles. Et l'avenir des compagnies pétrolières, c'est l'utilisation des fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement, les grands fonds d'investissement, n'investissent d'ores et déjà plus du tout dans les énergies fossiles. Donc, aucun argent frais pour les compagnies pétrolières, ce qui fait qu'il y en a beaucoup d'entre elles déjà qui investissent aujourd'hui déjà dans le secteur des renouvelables. Par exemple, Siemens, les grandes entreprises électriques, mais surtout Siemens qui construit, qui ne fait pas seulement construire, mais aussi qui entretient les usines thermiques, a déjà annoncé qu'ils ne vont pas continuer et qu'ils vont cesser complètement tout entretien accordé aux usines thermiques, aux centrales thermiques. Donc là, c'est un acteur majeur de ce secteur. Et nous voyons ici les agences internationales de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie, qui déclare que l'énergie éolienne et solaire va dépasser dès 2024 le charbon et le gaz. Donc, dans 3 ans, on estime que la part d'énergie générée par l'éolienne et le solaire dépassera le gaz et le charbon. Donc, c'est déjà une donnée très importante pour nous. Nous voyons ici que les grandes entreprises vont de l'avant dans ce domaine des renouvelables. Iberdrola, NextEra, Ørsted, les géants du domaine sont à peine connus du grand public et ce sont des entreprises qu'il faut suivre de très près parce que nous devons y améliorer notre syndicalisation. NextEra, par exemple, c'est une entreprise américaine qui est une valeur sur le marché, qui vend des équipements à Exxon, juste pour vous dire combien ces acteurs sont importants dans ce secteur. Donc, de façon générale, je dirais que
C'est une très bonne occasion pour nous et je crois que cette recherche, enfin j'espère que cette recherche permettra à nos affiliés de mener un débat sérieux parce que à Industrial, sur ce point, nous essayons de souligner qu'en tant que syndicat, nous voulons nous transformer. Nous voulons saisir l'occasion qui se présente. Et en même temps, nous voyons la tendance du pétrole et du gaz a baissé en tant que source d'énergie, mais nous voyons aussi que nous avons une chance d'organiser sur le plan syndical nos travailleurs dans le secteur de la technologie verte, dans l'acier, le verre, les fibres, enfin tout ce qui fait partie des nouvelles sources d'énergie, mais dans les syndicats du pétrole et du gaz, nous devrons absolument attirer l'attention sur le fait qu'il faut que ces travailleurs soient bien syndicalisés. C'est un objectif stratégique pour nous. Il va falloir que nous puissions saisir ce mouvement pour améliorer la position des syndicats dans le secteur de l'énergie. Donc, je voulais vous inviter à lire cette recherche. Je voulais vous dire que j'espère que ce sera un outil pour nous tous pour soutenir notre appel à l'action. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup et j'espère que vous apprécierez notre travail. Merci beaucoup et je donne maintenant la parole à Rodrigo Pimentel. Merci beaucoup, Diana. Bonjour, Walter. Toutes mes félicitations à Walter qui a organisé avec vous tous le séminaire. Bonjour aussi aux travailleurs qui nous écoutent. Je m'appelle Rodrigo. Je suis dans l'Institut stratégique du pétrole et du gaz et dans les recherches créées par les fédérations des pétroliers. C'est une fédération unifiée des travailleurs du pétrole et du gaz au Brésil qui a une position très importante. J'ai 10 minutes pour vous expliquer comment nous avons pensé à cette recherche et comment nous sommes parvenus aux conclusions qui figurent à la fin du rapport, parce que je crois que ces conclusions vont être très importantes, comme l'a dit Walter. La recherche, c'était une recherche qui devait préciser la situation dans le secteur énergétique et aussi chercher quel sera l'impact des nouvelles technologies pour les travailleurs. Nous avons structuré la recherche sur trois axes. Nous avons pensé structurer ceci en trois parties parce que ça nous semblait plus logique. D'abord, il s'agissait de voir comment le secteur pétrolier s'organise. Pétrole, gaz naturel, c'est vraiment quelque chose qui implique énormément d'acteurs et de pays. Chacun est en train de prendre sa position et on s'est demandé si le secteur était en train de croître ou non. Et cela par rapport aux énergies renouvelables et aux autres énergies alternatives qui sont prêtes à remplacer le pétrole. Deuxième partie, nous nous sommes concentrés sur les renouvelables, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe déjà concrètement sur le plan de la construction, quelle est la réalité d'aujourd'hui dans le secteur des renouvelables, quelles sont les perspectives, quelles sont les nouvelles idées que l'on pourrait présenter. Enfin, nous avons constaté que les géants, enfin c'est la troisième partie, nous nous sommes consacrés aux géants des renouvelables et aux secteurs qui concernent en particulier les travailleurs dans les renouvelables. Et nous sommes en particulier préoccupés de la transition juste et des possibilités qu'elle nous présente dans ce domaine. Donc, nous nous sommes mis en équipe, notamment aussi avec Diana, pour faire cette recherche. Nous avons à chaque fois enrichi nos pensées, nous avons fait des propositions. Donc, on peut dire que ce travail a été fait à quatre mains et
Nous avons travaillé en utilisant les rapports des entreprises déjà. Les organes internationaux aussi ont présenté des rapports très utiles et puis des études de certains spécialistes de pointure mondiale qui nous donnaient des perspectives intéressantes. Et puis, nous avons ajouté des enquêtes faites par les travailleurs eux-mêmes. Nous avons pensé que ce serait quelque chose de très intéressant à faire et que les enquêtes sur le plan qualitatif seraient ainsi approfondies grâce à notre rapport qui est en fait une synthèse de tout ce que nous avons trouvé, en particulier du côté des travailleurs qui travaillent dans les géants de l'énergie. Nous sommes demandé aussi comment être le reflet précis de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui dans ce rapport. Voilà, j'ai encore 6 minutes, je vois, et je vais donc vous faire état des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, les conclusions que nous identifions comme primordiales pour nous, pour les travailleurs et pour la transition, notamment pour les travailleurs chez les géants de l'énergie. Dans le monde du pétrole, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons constaté que de nouveaux pays surgissent sur le marché pétrolier. C'est très important, car on a constaté que l'entrée de ces nouveaux pays producteurs s'est ajoutée à ce que produisent les États-Unis, le Canada, le Brésil. Et le pétrole est devenu petit à petit non seulement un facteur de conflit, mais aussi un facteur d'autosuffisance. C'est-à-dire que ces pays peuvent ne pas être dépendants des autres pour pouvoir survivre. Et la transition pour ces pays, c'était réduire la dépendance d'un produit qui est tellement indispensable en le produisant eux-mêmes, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait des pays consommateurs qui étaient en conflit et que cela n'était pas bon pour le marché. Donc, la grande conclusion de cette première partie, c'était que nous avons d'abord fait une analyse générale, oui, pour nous demander ce qui se passait après le coronavirus. Nous avons ici aujourd'hui une certitude. Nous pouvons maintenir à moyen terme le secteur ou alors nous avons très peu d'éléments pour dire exactement ce qui va se passer après le Covid. Bon, une chose est certaine, c'est que les prix ne vont pas remonter, mais ils vont osciller, si vous voulez. Et un prix très bas, cela veut dire que les actionnaires reçoivent moins d'argent, mais aussi qu'il faut un coût de production plus bas. Et du coup, les entreprises vont avoir du mal à être en concurrence avec le pétrole. La conclusion numéro 1 de cette première partie post-Covid, c'est que les entreprises, d'une certaine façon, réduisent les investissements pour la production, mais aux États-Unis, on continue, par exemple, les investissements, mais on en fait moins en mer du Nord, c'est-à-dire qu'ils diminuent les investissements à l'extérieur du pays. Notre conclusion, c'est donc le pétrole est toujours un instrument très important d'autosuffisance pour les pays. Et ce qui fait que nous pouvons considérer l'industrie sous cet angle-là pour l'avenir. La deuxième transition, c'est qu'à partir de ce scénario, nous avons observé qu'il y a beaucoup de divergences entre les perspectives et
cela est très important à considérer. Par exemple, que va-t-il se passer en 2040 avec les énergies renouvelables? Eh bien, de 7 à 28 c'est l'écart entre les certitudes et les doutes. C'est vraiment très important. On n'a pas encore d'image très claire. Et si on considère le débat sur les renouvelables, il est clair qu'il va falloir tenir compte de mesures et entreprendre des mesures très, très importantes sur le plan international pour que les énergies nouvelles puissent s'imposer. Or, il y a encore énormément de recherches à faire et énormément d'études à faire pour que les énergies nouvelles puissent remplacer le pétrole et le gaz. Donc, du point de vue d'une étude de l'échelle, nous avons effectivement pu transformer les renouvelables pour qu'elles deviennent tout de même des actrices du marché mondial, mais tout en sachant qu'il faut encore énormément de recherche sur le plan technologique pour que le mouvement puisse s'accélérer. Le mouvement pourra donc être beaucoup plus lent que ce qu'on pensait. À notre avis, nous sommes un peu sceptiques pour ce qui est de la transition. Déjà, le pétrole est un facteur géopolitique très important, un instrument d'autosuffisance énergétique pour les pays et d'autre part, il faut énormément de recherche technologique pour parvenir à imposer les énergies renouvelables, mais s'ajoutent aussi d'autres éléments. Les fonds qui sont de plus en plus actifs et qui vont devoir s'adapter aux accords internationaux qui petit à petit s'accélèrent. Alors, on peut être un peu plus, un peu plus optimiste pour cet élément-là, parce qu'il y a tout de même un grand jeu qui se joue actuellement. Et ce grand jeu existe, oui, mais le progrès sera plus lent à court et à moyen terme que ce que l'on envisage. Il y a des accords, oui, il y a des accords qui peuvent être efficaces pourtant. Mais pour conclure, nous pouvons dire que l'incertitude est énorme encore. Le comportement des géants de l'énergie est très différent selon les régions. Il y a il n'y a pas de comportement général dans le monde. Le comportement des entreprises, en effet, est lié de très près au comportement et aux priorités du pays. Par exemple, les géants pétroliers et gaziers des États-Unis sont liés à la politique américaine et à ce que veut comme objectif la politique américaine. De même d'ailleurs en Russie, en Europe ou en Chine. Les entreprises américaines sont encore très concentrées sur le pétrole et du gaz pour des raisons évidentes. Il y a aussi le charbon qui est encore impliqué aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Amérique du Nord n'est pas encore très prête très rapidement à abandonner le pétrole et le gaz. De façon générale, certes, en Californie, il y a des progrès qui sont préconisés, mais les entreprises du gaz et du pétrole resteront. C'est plutôt le charbon qui va disparaître plus rapidement. En Chine, les entreprises vivent surtout à donner de la sécurité énergétique au pays. Les entreprises sont des entreprises d'État et sont très préoccupées de la sécurité énergétique plutôt que de la transition ou d'autres choses. La Chine, dans la stratégie de la sécurité énergétique, a une préoccupation, c'est qu'elle ne veut absolument pas dépendre d'une source d'énergie plutôt que d'une autre. Elle veut équilibrer. Et les entreprises sont très, très liées naturellement aux stratégies du pays. Et les entreprises du pays, elles, sont plutôt enclines à se lancer dans les renouvelables. Mais selon la région, les entreprises britanniques, par exemple, ne se montrent pas très agressives en faveur du climat, comme par exemple la France.
et on enregistre donc d'énormes variantes entre les entreprises. Mais indépendamment de ces stratégies, certaines choses attirent notre attention. Les entreprises sont encore au balbutiement des recherches pour les renouvelables. Et si l'on regarde un horizon de 10 ans, nous constatons qu'il n'y a presque pas d'investissement dans les renouvelables. Il y a très, très, très peu d'investissements, franchement. Bon, avec des variantes, naturellement. Il y a des entreprises qui investissent davantage. Les entreprises américaines sont plus timides que d'autres entreprises, par exemple européennes. Mais tous les investissements, de façon générale, sont beaucoup trop faibles. J'ai fait un calcul, nous avons fait un calcul, moins de 1% des entreprises pétrolières et de leurs activités sont consacrées aux renouvelables. On constate une plus grande agressivité de certaines entreprises en faveur des renouvelables, comme Total, par exemple. Et c'est une entreprise qui, notamment, a beaucoup d'éoliennes offshore, mais on est toujours plutôt dans l'expectative. On n'est pas encore dans une réalité de progrès. Pour terminer, je dirais que ce processus qui est encore timide rend encore plus timide l'idée d'une transition juste. Il y a très, très peu d'entreprises qui parlent aujourd'hui de cette transition juste pour les travailleurs. C'est un sujet pratiquement passé sous silence. Nous voyons dans les entrevues, lorsque nous posons la question, que les travailleurs doivent se préparer ensemble à ce processus de changement. Et nous devons passer à une analyse qui implique des questions où il faut être très actif, et nous ne voyons pas grand-chose se faire dans ce domaine. Pratiquement, je le répète, dans l'industrie, ce sujet de la transition juste est pratiquement inconnu, et même chez les travailleurs. Nous avons fait des études et des recherches et franchement, cette notion est peu connue et elle n'a aucun impact sur le débat. On pense plutôt à préserver les postes de travail, à préserver la santé en époque de Covid, et c'est vraiment quelque chose qui est donc un facteur auquel nous devons nous consacrer. Nous avons fait 2 recherches, chez Shell et chez Total. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont rien, absolument pas pensé à la transition juste. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire dans ce débat. Il y a beaucoup à faire pour les entreprises qui, aujourd'hui, n'impliquent absolument pas leurs travailleurs dans ce débat. Voilà, je crois que je vais terminer sur ces conclusions et que je vais maintenant attendre vos questions. Je vous remercie. Merci, Rodrigo. Merci d'avoir terminé ton exposé par tout cela, parce que c'est pour cela que nous avons nos intervenants dans ce webinaire, pour connaître la situation des différents pays. Et je donne maintenant la parole à Michael Michael Wolters d'Allemagne. Michael, tu as quelques diapositives à nous montrer. Oui, merci, Diana. Sorry. Okay, I hope you can see it. Yes, we can. Yeah, I will start with that because as I have seen. Je commence par là parce que, ayant vu le rapport, il se concentre beaucoup sur le gaz et le pétrole. Nous ne sommes pas un pays ayant beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole. Nous avons assez de charbon pour les 200 prochaines années, mais nous sommes en train d'éliminer le charbon comme source d'énergie pour des raisons environnementales. Qui sommes-nous en tant que syndicat? Mon syndicat en Allemagne, le IG,
est un syndicat énergétique qui regroupe les travailleurs de l'industrie et des mines et de l'industrie énergétique. Nous sommes bien sûr dédiés aux intérêts, à la richesse et à la protection de nos membres et entre autres, nous avons une vision politique sur le caractère durable de la lutte pour le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, pardon, mais bien entendu, il y a plusieurs idées là qui sont en conflit et il va falloir que nous tenions compte de cela dans nos débats et nos négociations. En tant que pays, nous n'explorons que 6%, nous n'exploitons que 6% de notre demande en gaz, mais nous produisons maintenant presque la moitié de nos besoins en gaz de matière organique et durable. Nous utilisons le blé, le son de blé et ce qui ressort aussi de l'élevage, le gaz naturel qui se fonde sur les céréales va augmenter à l'avenir, mais ne va pas être suffisant pour répondre à notre demande. Pour ce qui est du pétrole brut, c'est beaucoup moins, 2% seulement. De façon générale, nous n'utilisons que 10 millions de tonnes chaque année l'essence, le diesel, etc. Et nous produisons 3,4 millions de tonnes de diesel organique. Cela peut encore augmenter. Donc, nous avons de façon générale plusieurs sources durables d'énergie. Considérez maintenant notre production d'énergie, nos plus grandes ressources sont le charbon et la lignite et l'énergie éolienne, presque un quart de notre production d'énergie. En 2019, nous avons déjà produit 46% de notre électricité grâce à des énergies renouvelables, en particulier l'éolienne. Nous n'avons pas beaucoup d'énergie hydroélectrique et nous n'avons pas non plus suffisamment de panneaux solaires, mais 54% de notre demande en énergie découle encore des énergies fossiles. Et je vous montre ici combien nous avons de production par année au centre, 515 000 watts. Nos mines de charbon ont fermé en 2018 parce que nous avions besoin de l'aide de l'État pour être compétitifs, parce que les mines allaient dans de très grandes profondeurs et nous ne pouvons pas concurrencer le charbon des États-Unis, de l'Australie ou de la Colombie. Donc, nous avons perdu 100 000 membres entre 1997 et 2018. Notre combat politique visait donc à faire en sorte que personne ne perde son emploi. Nous avons donc négocié une solution avec l'État afin que chaque travailleur puisse trouver un nouvel emploi ou puisse prendre une retraite anticipée avec l'argent de l'État. Avec la lignite, nous sommes maintenant en train de l'éliminer. Ce sera fait en 2038. Cela a été décidé il y a 2 ans. Et en ce moment, nous avons 20 000 mineurs dans 2 régions, en Allemagne, à Lausitz à l'est et près de Cologne à l'ouest, près de Garzweiler. Nous avons également une promesse qu'il n'y aura pas de perte d'emploi tout au long des procédures de fermeture. Mais cela n'est pas possible, bien entendu, sans le soutien de l'État et sans investir dans une transition juste. Et ce que je voudrais mentionner ici, c'est qu'il y a un très grand programme de l'Union européenne maintenant pour une juste transition. La juste transition, cependant, ne concerne que le secteur minier, parce que nous avons des pays comme la République tchèque ou la Pologne ou la Hongrie et la Bulgarie,
où lorsque nous arrêterons le fonctionnement des mines, il va falloir beaucoup d'argent venant de l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas de dommages sociaux majeurs. Si nous voulons étendre cela à d'autres branches comme la branche pétrolière, par exemple, il va falloir que nous en parlions avec beaucoup d'attention parce qu'on ne peut pas mettre toutes les branches sous le même budget. Du coup, si on continue pour d'autres branches, il faudra aussi d'autres budgets. D'autre part, et cela concerne particulièrement l'Allemagne, il n'y a pas de majorité dans notre société pour produire de l'électricité nucléaire. Les Allemands, pour la plupart, pensent que l'énergie nucléaire n'est pas assez sûre. Ils s'inquiètent aussi des déchets nucléaires pour l'avenir. Nous avons donc arrêté l'énergie nucléaire aussi. Nous allons l'arrêter définitivement l'année prochaine, en 2022. Encore un défi à relever. Voilà une prévision du mix énergétique en janvier 2024, donc dans 3 ans. Vous voyez les pointes vertes qui représentent l'énergie éolienne. Le brun tout en bas, c'est le charbon et la lignite. Non, le charbon, c'est le gris. Le brun, c'est la lignite. Et puis, l'orange, c'est le gaz. Pour ce qui est de cette projection, nous aurons suffisamment d'électricité pour répondre à notre demande. Mais vous voyez aussi que presque la moitié de la production se fonde sur le charbon et le gaz quand il n'y a pas de vent, pas d'éoliennes suffisantes. Et cela va faire que s'il n'y a plus de charbon et de gaz, nous allons beaucoup manquer d'énergie et nous devrons donc cesser nos productions industrielles à intensité élevée énergétique. Pour cela, il va falloir que nous prévoyions à l'avenir, à cause de toutes ces raisons, que nous prévoyons pour l'avenir notre approvisionnement suffisant en énergie. Pour ce qui est de l'industrie chimique que vous voyez ici, ils ont fait une sorte de prévision pour sortir des émissions de gaz à effet de serre. Ils ont décidé d'arriver à zéro en 2050, mais pour cela, il leur faudra une demande d'électricité de 628 TWh. Et c'est 27% de plus que ce que nous produisons aujourd'hui. Donc, nous devons doubler la production d'énergie chez nous pour qu'il n'y ait pas d'émissions de CO2 uniquement pour l'industrie chimique. Je ne parle même pas de l'industrie de l'acier, l'industrie métallurgique. Donc, nous allons devoir augmenter énormément notre production d'énergie. C'est un énorme défi à relever. Et en plus de cela, si nous le faisons, il va falloir davantage d'hydrogène, raison pour laquelle nous avons décidé aussi, pour répondre à la demande énergétique, de procéder à la fabrication d'hydrogène. Et il va falloir que nous passions d'1 million de mètres cubes à 8 millions de mètres cubes pour parvenir à nos objectifs. Et ça, c'est un énorme défi aussi d'ingénierie. Voilà pourquoi nous nous concentrons aujourd'hui sur une industrie convenable, sur des emplois dignes pour nos travailleurs. Et c'est ce que je voulais vous montrer avant de répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you very much, Michael. Thanks a lot. I'm sure that it will be some questions later. Michael, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et je donne maintenant la parole à notre collègue d'Australie, Peter. Nous savons qu'il est très tard chez toi. Il est 10 heures du soir. Je te remercie et je te donne la parole. Merci, Diana. Je vais essayer d'être bref et de vous parler des problèmes de transition pour les travailleurs. Nous sommes en Australie dans une situation inhabituelle. Nous sommes un pays développé, mais
nous n'avons pas une énorme demande en énergie. Nous avons les plus grandes mines de charbon du monde, mais nous ne sommes pas le plus grand producteur. Nous sommes le premier ou deuxième, par contre, pour le gaz naturel, avec le Qatar. Donc, ici, il ne s'agit pas seulement d'un problème de transition nationale, mais d'un problème de commerce international et de transition. Parce que l'industrie du charbon, pour l'Australie, c'est notre deuxième industrie d'exportation. Donc, notre commerce international se fonde vraiment sur les mines de charbon. Nous avons aussi une division maritime. Nous avons des forages de pétrole et de gaz offshore, pour ce qui est du pétrole et du gaz, donc. Mais c'est le charbon qui a le plus d'employés et le plus de syndicalistes et de membres de syndicats. Les syndicats du pétrole et du gaz demandent une transition juste, mais aussi que l'industrie pétrolière et gazière continue pendant longtemps encore. Et les entreprises du pétrole et de gaz ne parlent absolument pas à leurs employés des possibilités d'un déclin des énergies fossiles ou d'une transition pour les travailleurs. Donc, tout cela va être très surprenant quand ça arrivera, en fait. En tout cas, c'est l'expérience que nous avons eue pour ce qui est du charbon. Nous avons constaté que quand on ne parle pas d'un sujet, quand on est dans le déni, les choses sont difficiles. Nous avons en Australie un grand débat sur le climat. Nous appelons même cela la guerre du climat. Nous avons une grande partie de la population australienne qui ne croit absolument pas dans le changement climatique actuel, qui nie complètement l'existence de ce changement climatique. Et ce qu'il y a en Australie, c'est que sur le plan national, fondamentalement, nous avons des politiques qui sont plutôt en faveur des renouvelables parce que nous avons énormément de possibilités d'énergie éolienne et solaire en Australie. Nous avions une dépendance à 85% du charbon jusqu'à maintenant. Et maintenant, cette dépendance est tombée à 70%. Donc, nous pensons que cela va baisser encore pour arriver à 50% seulement. Et sans doute encore à moins. Donc, nous avons une situation où les travailleurs du charbon savent qu'il va y avoir une transition, puisqu'il y a déjà des dates de fermeture qui sont prévues. En Australie, c'est obligatoire. Ces dates ont déjà été annoncées. Les travailleurs du charbon sont donc très intéressés à la transition et aux négociations collectives concernant les licenciements, les réinstallations et dans d'autres industries, etc. Mais il y a l'industrie d'exportation qui vient seulement de commencer à parler de ce problème. Depuis très longtemps, en Europe, le charbon décline, aux États-Unis aussi, mais en Australie, on n'envisage pas encore cela. Mais depuis quelques mois, nous savons que le Japon et la Corée vont tous deux diminuer leurs émissions en 2015 et avec un troisième pays, ils sont nos clients à 75% pour notre charbon. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne va pas être très facile. Et nous pensons que très bientôt, en Australie, nous allons nous trouver dans une situation très dure, dans 5 ans environ.
Et nous n'avons aucun plan pour la transition en Australie, alors que cela devrait être une priorité. Réduire les émissions est considéré comme une question de deuxième ordre et tout à fait technique uniquement. Nous avons un programme de transfert de travailleurs, un seul depuis 2 ans, transfert des travailleurs d'une industrie de centrale thermique, mais nous devons tout de même mettre en place un schéma, un programme obligatoire pour la transition. Et lorsque les travailleurs doivent changer d'emploi, ils trouvent souvent que leur nouvel emploi n'est pas aussi bon que l'ancien. Et en Australie, les salaires sont faibles. Et dans le domaine de l'énergie, ils sont en train de diminuer les salaires même. Nous sommes donc dans une situation où la transition est là chez nous, dans le domaine, dans l'industrie du charbon, mais l'industrie d'exportation, elle, continue à être dans le déni et nous devons convaincre la main-d'œuvre qui travaille dans l'exportation que l'exportation va décliner. C'est la même chose pour le gaz d'ailleurs. Je crois que la transition va venir beaucoup plus tôt que ce à quoi nous nous attendons et on n'en parle pas. C'est une erreur parce qu'on n'en parlera que quand ce sera déjà là. Merci beaucoup. Thank you very much, Peter. Thanks a lot. Now we are running late, as normally. Merci, Peter. I would like to give the floor to Nous our sommes colleague déjà un peu en retard. C'est une habitude et je donne la parole à notre collègue Martha de Colombie, to be brief. de l'USO. Yeah. Martha, s'il te plaît, sois brève et précise et concise. Martha, bonjour à tous et à toutes, chers camarades, très cordialement de l'USO, Union syndicale des ouvriers de Colombie. Merci beaucoup de me permettre de participer aujourd'hui à ce débat et d'entendre les visions des différents participants qui nous permettent de réfléchir de façon plus complète et de savoir très exactement ce qui se passe dans le monde et d'envisager notre avenir. Diana m'a demandé d'être brève. Je vais donc être brève et ne pas lire un texte, mais vous faire quelques remarques. En Colombie, actuellement, nous avons un programme énergétique qui vise à produire de l'énergie durable. Notre programme en Colombie à 70% produit de l'énergie à partir de l'énergie hydraulique. Et ce qui est encore plus important, ce qui s'ajoute à cela, ce qui manque pour faire les 100%, c'est l'énergie thermique et l'énergie éolienne. L'énergie thermique est en train de diminuer. Petit à petit, les centrales se ferment les unes après les autres et la production des entreprises pétrolières est en train de baisser. La Colombie, jusqu'en 2014, a bénéficié de pas mal de normes législatives stipulant qu'il était urgent de se consacrer à la transition énergétique. Nous étions dans une conjoncture un peu spéciale et nous avons, dans le secteur hydraulique, trouvé une situation où nous sommes très, très riches en énergie hydraulique. Bon, il y a le phénomène de El Niño et le phénomène de La Niña qui nous ont beaucoup frappés. Et
nous avons mis très longtemps pour cela à rendre efficace l'énergie hydraulique. Mais nous avons, donc nous avons beaucoup souffert pendant toute cette époque de coupures d'électricité. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons une très grande proportion d'énergie qui est produite par l'origine hydraulique et nous avons maintenant, pour la diminution des centrales thermiques, le même problème. Mais ces centrales sont très polluantes, c'est vrai. Et nous avons uniquement 9% de notre production d'énergie qui dépend du charbon. Cela dit, le pays tient à sa souveraineté énergétique et nous sommes devant un fort dilemme parce que nous n'avons pas de réserve pour plus de 7 ans pour ce qui est du pétrole. Pour ce qui est du charbon, il y en a, mais le charbon colombien est exporté vers des pays européens qui eux-mêmes éliminent le charbon de leur production d'énergie. Donc, il y a pas mal de domaines énergétiques que l'USO, donc notre syndicat, et tous nos syndicats affiliés envisagent maintenant de manière très sérieuse. Vous savez que cesser la production d'une source d'énergie implique la perte d'emploi, implique de grandes difficultés. Et de 2014 à 2018, nous avons vécu une transition énergétique, une première transition énergétique. Mais là aussi, je suis d'accord avec Walter, c'est-à-dire que nous sommes dans l'expectative aujourd'hui, en 2021, parce que il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'études, nous avons beaucoup de conversations sur le marketing, etc. Mais quand on arrive au concret, combien est-ce qu'on produit d'énergie alternative? Combien faut-il d'emplois? Combien va-t-on perdre d'emplois? Eh bien, on constate qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Chez nous, les renouvelables, c'est encore 0,11% pour le moment. Il y a une conjoncture, il y a des besoins. Mais on ne peut pas vraiment dire que la transition énergétique est vue de façon concrète. Et il y a le problème aussi de la main-d'œuvre. Il faut reconvertir une main-d'œuvre qui est habituée à faire un certain travail et il faut là aussi des programmes très précis et très vastes sur le plan de l'État. Donc, nous avons une énorme tâche devant nous. C'est une très grosse responsabilité que nous avons en tant qu'organisation syndicale, surtout au milieu de la pandémie, au milieu du problème des changements climatiques, au milieu des problèmes d'environnement. Nous avons la responsabilité de chercher le moyen de permettre une transition juste. Mais comment faire? Voilà la question la plus grave, car depuis 2 ou 3 ans, nous voyons que c'est vraiment une tâche gigantesque. Nous avons constaté cependant que nous n'avons pas le choix, donc il faut agir. Et notre confédération syndicale voudrait vous demander quelque chose, mais aussi vous inviter, parce que
Nous apprécions énormément l'étude que nous avons lue maintenant sur ce sujet, mais nous vous demandons de nous mettre ensemble pour essayer d'affronter cette transition concrètement, vraiment concrètement, en reconvertissant les emplois, parce que tous ceux qui sont impliqués dans ce thème, nous nous rendons compte que la situation est celle qu'a mentionnée Michael, c'est-à-dire qu'il y a des postes, des emplois qui vont être perdus. Comment faire face à ce problème des pertes d'emplois? En Colombie, comme dans tous les pays d'Amérique du Sud, c'est un énorme problème qui rend la question beaucoup plus complexe qu'en Europe ou dans d'autres pays peut-être. Parce que chez nous, il y a vraiment une grosse préoccupation de carence et d'absence de responsabilité du côté de l'État dans bien des domaines. Donc, il est très important que nous cherchions tous des alternatives. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, Marta. Et je donne maintenant la parole à Jesús d'Espagne. Je sais, je vous demande toujours d'être bref, mais c'est un point important. Jesús, tu as la parole. Très bien, merci beaucoup. Je remercie d'abord pour l'invitation qui m'a été faite de prendre part à cette discussion pour vous expliquer quelles sont les pratiques adoptées en Espagne. En Espagne, tout comme l'Union européenne, nous avons décidé de baisser la pollution, encore plus qu'en Europe. Donc, nous avons des lois sur le changement climatique, nous avons des plans nationaux, nous avons un document stratégique qui s'appelle Transition juste et nous sommes en train de l'appliquer dans les négociations en matière de fermeture de mines. Et dans le secteur minier, nous avons aussi, bien sûr, l'impact dans les centrales. Nous avons 15 centrales thermiques en Espagne et toutes doivent être fermées. Et nous avons réussi un accord tripartite entre l'entreprise, les syndicats et les commissions syndicales et le ministère pour trouver des solutions pour les travailleurs et les territoires affectés par la fermeture des centrales thermiques. Et en particulier, l'accord se fait en 3 phases. D'abord, les travailleurs, la formation et la transition, le transfert donc dans d'autres emplois. Nous avons des syndicats qui sont parfois déjà très bien constitués dans les relations des travailleurs et nous sommes parvenus à des accords pour transformer ces travailleurs afin qu'ils puissent travailler dans de nouveaux emplois sans perdre leurs revenus. Ce que nous avons trouvé, c'est un accord pour qu'on puisse travailler de manière prioritaire au maintien et aux normes commerciales pour les entreprises. Nous avons une bourse d'entreprise, une bourse de l'emploi qui est organisée avec le ministère du Travail et qui permet des formations. Pour ce qui est des investissements, nous avons demandé que les entreprises nous donnent des renseignements sur ce qu'elles veulent faire de leur côté. C'est très important parce qu'il faut savoir si ces entreprises vont investir. Il s'agit de plus de 40 milliards d'euros pour des énergies renouvelables, par exemple l'éolienne, photovoltaïque, numérisation des réseaux, et transport, distribution, amélioration des relations et des données avec les clients et trouver de nouveaux investissements par de nouveaux contacts avec des fonds qui seraient prêts à investir dans ce type d'activité. Et puis, il y a la formation et la reconversion. Les entreprises électriques qui vont consentir ces investissements mettent sur la bourse de l'emploi et
pour les territoires affectés à disposition des formations d'entretien pour les panneaux solaires, l'aérothermie, les pompes à chaleur, les renouvelables, les services énergétiques, les éoliennes, etc., tout le matériel, ainsi que le démantèlement. Donc, d'abord, les employés vont être utilisés pour le démantèlement des centrales. Ce démantèlement doit durer environ 3 ou 4 ans. Et ensuite, ils se consacreront à un emploi dans ces nouvelles activités. Comment est-ce que ça fonctionne, cet accord? De deux façons. D'abord, avec un groupe de travail entre le ministère et les syndicats des commissions ouvrières, Comisiones Obreras et UGT, et nous examinons chacun des chapitres que je vous ai mentionnés et ensuite, négociation avec le ministère et le secrétariat d'État du ministère de la Transition écologique et du ministère du Travail afin de voir comment, avec les grandes entreprises de production d'électricité, comment nous pourrons avancer. Et après 2 ans, il y aura un bilan de ce que nous avons obtenu. Et nous allons vraiment progresser. Je trouve que, enfin, j'ai parlé très rapidement de tout cet extraordinaire progrès que nous avons fait, mais je suis prêt à répondre à vos questions naturellement. Oui, merci Jesus d'avoir été aussi rapide. Nous avons cet accord que vous trouvez, l'accord des syndicats espagnols, vous trouvez ceci sur notre page Internet. Et maintenant, je donne la parole à notre collègue d'Afrique du Sud. Unmute, please. Okay, thank you so Now. much. Can I go Yes, we ahead? can. Yes, we can. Go ahead. Thank you so much for the opportunity. Good afternoon from South Africa. I'm Enos Bot from the On National. n'entend pas assez l'orateur. And what I'm going to share with you is very Voilà. important Je vais partager avec vous certains des défis qu'il faut relever chez nous pour une transition juste. Nous sommes en Afrique du Sud, un pays où, bien sûr, les plus grands producteurs d'énergie jouent un rôle énorme en politique. Et la juste transition est chez nous pris très au sérieux, même s'il faut encore beaucoup de travail, naturellement, sur cette voie. Un contrat spécial a été signé entre le gouvernement et les syndicats. Et je voudrais indiquer que ce n'était pas aussi inclusif qu'on le souhaitait. Dans ce compact social, notre apport n'a pas été mentionné. Nous essayons maintenant en Afrique du Sud de diviser en plusieurs parties notre production d'énergie et cela, sans doute, vise à privatiser la production d'énergie. Bon, je voudrais dire aussi que sur le plan des travailleurs, il faut qu'ils ne comprennent pas ce qui va leur arriver, en fait. Qu'est-ce qui va arriver à leur emploi? Et nous essayons, sur le plan syndical, d'informer les travailleurs. Mais c'est là que les choses sont difficiles parce que les gens parlent plutôt de travail ou de chômage. Mais il faut maintenant que l'on passe à la phase création d'emplois où on explique combien d'emplois ont été créés grâce aux énergies vertes. Il ne faut pas juste voir un facteur. Il y a les énergies vertes qui vont créer 1 million d'emplois. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est faire en sorte que les travailleurs et la classe travailleuse, laborieuse ne soient pas pénalisés et ne perdent pas ses emplois.
Mais la transition juste, ce n'est pas seulement la perte d'emploi ou le changement d'emploi, c'est aussi le soutien aux lieux et aux régions et aux collectivités qui sont frappées par les changements. local economies like the one called Wheatbank, En Afrique du Sud, nous avons des économies locales qui dépendent entièrement d'une usine ou d'une autre. Et what is si l'usine ferme, les gens n'ont tout simplement plus rien à manger, plus rien. Donc, c'est très important de considérer le problème de manière globale. come from that. So all things that just happen in just transition need to be considered. The last point I want to make Dernier point, appointed to participate in presidential climate change coordinating committee on the 17th later, which actually means we do believe to make a lot dernier point, nous pensons in policy committee, que policy direction, sur le plan so that de la politique, the cost for the poor and the working class and the workers in Canada who have nous devons absolument essayer break down understandable because as it is now, d'éviter les privatisations. Si l'orateur pouvait parler dans son micro, on l'entendrait. which we can't quantify, which we can't qualify. But you know, one thing that should not Nous essayerons de passer à une transition pour les emplois, renewable energy, but what should be done is should be mais done in just and si fair manner. il y a une transition, il faut qu'elle se fasse de manière juste et équitable et transparente pour tous et toutes, où chacun puisse participer I will stop there and thank you so very much et for listening. le saisir comme une chance. On entendait extrêmement mal cet orateur. Thank you very much, comrade. Thank you. Thanks a lot for being so. Merci, camarade. Eh, Thank you everyone to all the panelists. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui avez pris la parole. Nous recevons des questions et je vais les poser à nos orateurs. D'abord, comment est-ce que les affiliés et les gouvernements nationaux et internationaux peuvent-ils passer à une transition équitable? Is the COP26 involved on this? I think that Michael Wolters from Germany, you would like to respond to this question? Michael Walters? Oui, je peux répondre. J'étais Je me souviens qu'à la dernière réunion de la COP, la conférence des parties, il y avait Uni Global Union et le secteur de l'énergie aussi qui étaient là. Et lors de cette réunion à Katowice, il y a eu une déclaration syndicale sur la juste transition et c'était tout à fait l'apport de Industrial Global et des affiliés. Et lorsqu'il était nécessaire de trouver une influence, il fallait apporter la discussion. Il faudrait faire des apports à la discussion pour la prochaine conférence des parties qui aura lieu en Écosse et il faut être sûr que les syndicats vont poser cette question. C'est ainsi, petit à petit, que nous allons arriver. Oui, merci beaucoup, Michael. Nous allons prendre part à la 26e conférence des parties et nous sommes certains que les voix des travailleurs seront entendues. Autre question, et je crois que c'est pour vous tous, et vous pourrez répondre. Quelles sont les perspectives d'une transition des fossiles vers l'hydrogène? Et qu'en est-il du stockage également du CO2 comme énergie, comme source d'énergie? Qui veut répondre? Jesus? Je crois qu'en Europe, on fait un pari, une stratégie pour l'hydrogène vert comme nouveau vecteur énergétique.
Donc, ce qu'il y a, c'est un très grand nombre de chances dans ce secteur. En Espagne, par exemple, je sais que toutes les entreprises de production d'énergie ont des projets bien définis et d'énormes investissements pour utiliser ce système et pour changer leur modalité de transport et leur modalité de transport maritime ou transport par avion. Et c'est un facteur déterminant où il y a des pourcentages de pollution à cause de l'industrie lourde. Nous pensons donc qu'en Espagne, il y a déjà de très grands projets qui sont en cours d'étude et jusqu'en 2022, on va continuer à travailler avec un horizon 2023 pour la mise en œuvre. Mais il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été d'ores et déjà fourni par les gouvernements et je pense que les fruits pourront bientôt être récoltés. Merci. Merci, Jesus. Il y a une autre question et notre collègue d'Afrique du Sud pourra peut-être nous répondre. Comment les travailleurs du secteur minier d'Afrique du Sud pourront-ils être intégrés dans la transition énergétique? Camarades? A social compact that was signed. Oui, nous avons le compact social, We have got to go through mais nous ne sommes pas encore partis de ce compact social. it. I don't want to lie to you here and Je ne vais pas vous mentir. falsely so that I know. I really just we just only received the social compact signed. Nous venons de recevoir le compact social, We are not yet sure of how mais nous ne sommes pas encore suffisamment impliqués. other federations and included other trade unions. We are doubtful of how far the social compact. C'est impossible d'interpréter, on n'entend pas ce que dit l'orateur. Donc la plupart des choses qu'il dit sont totalement inaudibles. Votre son est vraiment très mauvais maintenant, Enos. Nous allons demander que vous posiez vos questions, d'accepter que nous répondions à vos questions par email. Envoyez votre email pour que les conférenciers puissent vous répondre par courriel. Donc, pour ce qui est des énergies renouvelables, une question demande quel est votre potentiel d'énergie renouvelable et quelle est votre perspective de supprimer le CO2? Je ne sais pas qui veut répondre à cela. If you could repeat the question so that there is a part that I missed. Peut-être vous pourriez répéter la question. Est-ce que vos pays créent des énergies renouvelables? Est-ce que nous sommes encore au balbutiement, je dois dire. D'après le document consacré à ce sujet et sur le mix énergétique, on était censé améliorer les choses. Mais nous ne sommes pas encore très loin pour la production d'énergie renouvelable et aussi l'élimination de la pollution au CO2. En tout cas, pour le moment, on n'est pas du tout là où on voudrait en être. Merci. Jesus, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. En Espagne, nous avons plusieurs stratégies pour ce qui est des énergies renouvelables. Il y a une énorme implication avec beaucoup d'investissements dans ce secteur. Aujourd'hui, par exemple, la génération d'électricité par les énergies renouvelables est déjà à 49,92%.
Nous sommes presque à 50%. Il y a beaucoup de stratégies d'ores et déjà, aussi bien pour l'éolienne que pour l'offshore, comme dans la péninsule. Nous avons dans toute la péninsule des stratégies déjà actives. Nous avons des emplois qui se créent dans le secteur des renouvelables, qui se créent de plus en plus. C'est très important. On peut ainsi participer on peut faire participer les travailleurs aux excédents. Qui seront très différents de ce qu'ils avaient dans les industries, dans les centrales thermiques et dans les mines. Mais en Espagne, nous sommes en train d'assister à la fermeture de fabriques de constructeurs de renouvelables. Nous ne savons pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas logique de fermer des entreprises qui produisent des énergies renouvelables. Il va falloir que l'on revienne en arrière et que l'on renverse cette tendance. Et nous devons faire très attention aux délocalisations des producteurs de renouvelables. Attention à ce phénomène. Voilà, merci Jesus. Malheureusement, nous devons terminer. Je sais qu'on pourrait rester ici encore pendant des heures, mais les interprètes doivent nous quitter. Et je voudrais tous vous remercier beaucoup. Je remercie tous les orateurs. Merci Rodrigo aussi. Nous allons recevoir les questions par courriel. Nous vous les enverrons. Nous partagerons aussi l'exposé de Michael. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les interprètes pour leur travail. Et nous allons continuer ce débat sur la